Bonjour Irène, où est-ce que tu te trouves ? Je me trouve à Istanbul en Turquie. Moi j'habite à São Paulo au Brésil. Alors je me trouve à 50 km de Clermont-Ferrand, cette jolie ville au milieu des volcans. Je vous emmène en Roumanie. Alors je suis à côté de Castres, dans le Tarn. Moi je me trouve à Siem Reap au Cambodge. Je suis à Tokyo au Japon. La balade. Et c'est donc parti pour une nouvelle balade immobile, numéro de juin. Bonjour Chiara en Italie. Bonjour tout le monde. Bonjour Thomas à Melbourne. Bonjour. Et bonjour les Sables d'Olonne, là où nous nous trouvons sous le soleil avec les mouettes. Moi, je danse sur le générique, je suis de très bonne humeur. Bonjour à tous. Chiara, tu vas nous emmener cette semaine en balade ? Oui, à Venise. Oh là là, c'est beau. C'est chez beau, toi. Ouais, c'est chez toi, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ouais. Thomas, oui. Tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe à Melbourne. Tu as la crève, vous êtes reconfinés, le ciel est bas, les oiseaux volent à l'envers. Ouais, c'est exactement ça, c'est une ambiance C'est très particulière ça, quand même avec le reconfinement et la perte de la position. On entend que je suis enroué quand même, hein. J'ai pas le Covid. Et de ta voix quand même, la perte de ta voix est là. Ça y est, je la perds. Donc oui, Melbourne à la fois reconfinée, perte de la place de la ville la plus agréable à vivre au monde de Melbourne. On est passé, je crois, de la deuxième place à la 8e ou 9e place. C'est une dégringolade totale due à la gestion du Covid. Et en même temps, Auckland en Nouvelle-Zélande est passé première dans le classement pour la bonne gestion du Covid. C'est rigolo. Ouais, en même temps, Auckland, Quoi, Auckland ? il n'y a que des moutons, non ? Et ben il paraît que c'est super branché parce que j'ai ma femme qui a été là pour le travail pendant une semaine et c'est la première fois qu'elle allait à Auckland et justement il y a plein de petites boutiques très européennes, très branchées. Il paraît que c'est vraiment très agréable à vivre. Mais enfin bon, t'es quand même au bout du monde là. Là t'es au bout du monde voilà. Et tu bouffes du mouton matin, midi et soir. C'est ça. Et t'habilles en mouton, t'habilles en laine tout le temps, c'est mouton. Voilà. Et ça sent pas bon en plus. Le mouton. Ah ouais. J'ai un souvenir comme ça de pull irlandais. Mais il faut le laver. Faut le laver, c'est tout. Mais je l'ai lavé plein de fois, le truc il sentait le mouton malgré les 15 lavages, il n'y avait rien à faire. J'ai fini par ça, le c'est jeter. une petite blague de citadine oui. quand même, hein, Laetitia. Rien ne vaut un bon pull acrylique. Non, mais il sentait vraiment mauvais ce truc. Ils t'ont mis ça, il y a un mouton mort. Voilà, le truc qui avait pourri depuis 15 jours. C'est un peu ça. Histoire d'être un peu sérieux aussi, on va parler littérature tout à l'heure. Oui, on va vous parler du prix du livre de plage avec Aïda, qui l'a créé d'ailleurs, et qui vise à récompenser les livres qu'on est susceptible de lire sur la plage. Alors ça ne veut pas forcément dire léger, elle nous en parlera. Bien. Et puis on partira sur la route des migrants avec Régis, qui est déjà intervenu d'ailleurs dans Balades Immobiles. Régis qui est photographe et anthropologue. Pour nous parler du déplacement des routes migratoires, son nouveau sujet de travail. Mais pour l'heure, Chiara, on part à Venise ce mois-ci avec toi. Je vous amène en balade à Venise. Vous devez vous rappeler peut-être que dans des précédentes émissions, je vous ai parlé, pas seulement que je suis de Venise, mais que j'ai une grand-mère, je vous ai raconté l'histoire et tout ça. Mais, La maison. Exactement. Mais là, en fait, je suis retournée parce que en ce moment, il y a la biennale d'architecture. Et donc, j'ai couplé une petite balade avec la visite de la biennale. Donc, je vais vous raconter tout ça parce que c'était un moment délicieux, je voudrais dire. Donc, je vous ai en plus concocté un peu de sons qui vont vous mettre dans l'ambiance. Mais avant ça, je vais quand même vous remettre quelques fondamentaux et quelques curiosités sur Venise. Sur les fondamentaux, vous devez savoir que Venise est née parce qu'il y avait une population en fuite de terre qui s'est réfugiée sur la mer. Et vous savez comment on a construit Venise ? Non. Avec des pierres. Ben non, avec des poteaux en bois. Des poteaux en bois ? Ah oui, Ben oui. Oui. En fait, il existait une dizaine d'îles déjà dans la lagune. Et après, entre les îles, on a planté des poteaux. On les a fait rentrer dans le fond à un niveau de 8 mètres. Et on a construit au-dessus. Et en fait, aujourd'hui encore, Venise, elle existe au-dessus d'un millier de poteaux. Impossible à compter, mais c'est toujours les poteaux originaux. C'est extraordinaire. D'où l'importance des poteaux. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit toujours des poteaux en bois dans l'eau, ça sonne pas normal parce que normalement ils moisissent. C'est ça, au bout d'un moment. Tout dépend des variétés. Ah bah, de bien bois. sûr. C'est quoi ? C'est de l'acacia, je crois. Tout à fait, et du 12. Tu prends du 12, de l'acacia, ça tient 40 ans, quoi. Tu vas chez Bricomarché,
Attends, ça... Merci Chiara pour cette balade à Venise. Non, plus sérieusement alors. Donc Venise, ville construite, oui évidemment on le sait, sur l'eau, avec des poteaux en bois. En fait, qui moisissent pas. Non, mais c'est sérieux. Ils ne moisissent pas pour une raison à laquelle on ne pense pas, mais qui est très bête. En fait, ce qui fait la moisissure, c'est Arrête Thomas de rigoler. Donc, ce qui fait la ça fait longtemps que je me suis pas barré, hein. T'as raison. Ah, l'ambiance de merde. Vas-y. Avec l'ambiance de merde qu'on a à Melbourne, on se marre pas trop, là, ça me fait du bien, tu vois. T'as raison. Ouais, je m'étais donné plein d'occasions de rigoler, alors, du coup. Donc, je disais qu'en fait, c'est l'addition entre bois, eau et oxygène qui fait la moisissure. Donc, comme les poteaux sont au fond de l'eau et qui ne rencontrent jamais l'oxygène, ils peuvent jamais moisir. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont là depuis 1000 ans, dans des milliers d'années, pas 1000 ans, mais des milliers d'années. Milan, c'est pas Non, bien. c'est plus au nord. J'allais le dire. Merde. Vous n'allez pas vous foutre de mon accent, que je fais tous mes efforts. Mais non, Ok. c'est pas Au l'accent, revoir. c'est que c'était une blague. Je vous déteste. Donc, Le les petit vas poteaux pas y ne arriver. moisissent pas. Ils durent 1000 ans. Donc, il dure des milliers d'années grâce au fait qu'ils ne sont pas attaqués par l'oxygène. Donc, c'est le secret des poteaux qui régissent Venise. Et ça, c'est les fondamentaux. Non, Régis, c'est à la Régis, fin de c'est la fin, c'est l'autre l'émission, sujet. voilà. Je comprends plus rien. Par contre, est-ce que Venise s'enfonce? Non, un tout petit peu. Mais D'accord. un peu moins, parce que tu sais que le fait qu'elle baisse était dû surtout au mouvement de vagues causées par les bateaux. Des paquebots. Voilà, exactement. Donc, effectivement, merci le Covid, on n'en a pas eu. Et en plus, on a fait passer des lois comme quoi les gros bateaux, peuvent pas rentrer dans la partie vraiment intérieure de Venise. Mais on va voir, parce que c'est toujours une histoire politique, économique, vous savez. Mais, revenons à la série de curiosités que je voulais vous raconter sur Venise. Première, vous savez qu'elle a une forme de poisson? Non. Oui. Bah, si. C'est Quand sûr. tu vas en avion à Venise, si tu viens de France, prends l'avion avec un siège à droite. Parce que comme ça, quand tu arrives à Venise, tu pourras voir la forme du dessus et tu verras qu'elle a vraiment une forme de poisson avec la queue, la bouche, l'œil. Donc, si tu arrives, tu prends à droite et quand tu repars, tu prends à gauche. Comme ça, tu vois deux fois. Non, parce qu'en fait, quand tu repars, l'avion fait un autre tour. Ah. C'est qu'elle a... D'accord, donc ça marche pas. Non, ça Non, marche pas. non. Par contre, en venant, Sur la route du retour, Venise a la forme d'un poisson, mais pas né. et en venant d'Australie, il faut se mettre à gauche. Hein. Donc, en fait, la droite, Excellent. c'est la gauche. C'est l'autre droite. C'est ça. Je vais vous raconter une autre curiosité Ah ouais, c'est un sur poisson. Venise. Ou un poisson. Vous savez, tous les poteaux que vous voyez sur les canaux à Venise, c'est pas les poteaux qui régissent Venise, mais c'est des signaux routiers, en fait. Elle s'appelle bricole. Et c'est 2 ou 3 poteaux sur les canaux, en fait, qui veulent signaler au bateau que c'est un canal. Et du coup, l'eau baisse, parce que c'est pas si facile que ça quand tu es dans la lagune pour te repérer. Donc, c'est vraiment des signaux routiers. Et troisième curiosité, vous savez que le dialecte vénitien a une caractéristique qui l'oppose complètement au dialecte sarde. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le dialecte vénitien, on élimine tous les doubles lettres. Vous savez qu'en italien, on a beaucoup de doubles lettres, double T, double L, machin. Et, Donc, pizza, il y a qu'un Z. Voilà. En fait, on l'écrit. Le dialecte, c'est pas une langue écrite, c'est plutôt une langue orale. Mais quand on parle, du coup, on élimine la plupart des doubles lettres. Là où, dans le dialecte sarde, on renforce les doubles lettres et tu as l'impression qu'il y en a 3 ou 4. Tu vois? Donc, c'est les 2 dialectes italiens qui sont vraiment à l'opposé dans la prononciation. Et alors, du coup, est-ce que les Vénitiens et les Sardes se comprennent? Normalement, on ne se comprend pas quand on parle de dialecte. Ça, c'est vrai pas seulement entre les Vénitiens et les Sardes, mais partout en Italie. Tous les dialectes sont très compliqués à comprendre parce que c'est des vraies langues. C'est pas juste des accents comme on peut... Tu le parles, toi? Oui.
Je vais te le faire avec un mot. C'est plus simple. Oui. Donc, fourchette. Si je veux dire fourchette en italien, c'est... Tu penses qu'à bouffer? C'est ça. C'est italien. Je suis italienne quand même. Donc, fourchette, forchetta et piron en vénitien. Hein, j'ai pas Vas-y, compris. redis. Fourchette, forchetta, piron. D'accord. Ça, c'est en vénitien. Oui. Non, c'est en italien. Non, c'est un vénitien. Donc, par D'accord. exemple, donne-moi une fourchette. En italien, Ah, j'en ai pas. c'est dammi una forchetta. Ouais. En dialecte, mi date un piron. C'est du québécois. je comprends plus rien, je suis fatigué. C'est le soir chez moi, je vous le rappelle. Bon, Chiara, dans ta visite à Venise, tu as rencontré quelqu'un qui t'a offert un chant. Oui, et c'est un chant militaire sur les forces militaires de Venise, qui évidemment sont un peu des forces spéciales, parce que elles doivent savoir comment on navigue, comment on fait des opérations dans nager. l'eau, etc. Donc je vous ai fait écouter un petit extrait. O forza lagunare, la più bella sei tu, di tutta la laguna la più bella gioventù. Qualcuno arriccia il naso e si sente spasimar, ma non ci si fa caso e si seguita a marciar. Qui est ce monsieur que tu as rencontré alors? C'est gentiment mon copain qui s'est prêté parce que il a fait une petite carrière de militaire avant de rentrer dans le système. On va pas trop déconner alors. Hein. Voilà. Enfin, moi je suis loin, c'est Non, vous mais- qui êtes les plus près. Hein. Je dis ça. Vous Moi, avec pouvez le- y aller. Non, mais maintenant qu'on a un peu rigolé, je voulais vous faire entendre un peu les ambiances classiques de Venise. Le premier, c'est que, et je pense qu'on peut l'entendre, yes, fantastique, c'est que tout le monde pense aux pigeons de la place Saint-Marc quand on est à Venise. Mais en fait, c'est les mouettes qui sont partout et on les entend tout le temps, partout. C'est vraiment un son qui me ramène tout de suite à Venise. Ensuite, c'est que, vous le savez, on l'a dit, l'eau est partout à Venise, et c'est vraiment le fil rouge qu'on entend. Et c'est pas juste de l'eau plate, donc qui fait pas de bruit, mais comme il y a C'est de l'eau avec un diesel. Hein. c'est de l'eau avec un diesel, surtout. Et des poissons par contre, hein. Même dans le diesel. Donc, c'est qu'il y a des petites vagues qui se forment tout le temps parce que il y a les gondoles qui passent, les petits bateaux, il y a vraiment tout type d'embarcations qui se promènent dans les canaux. Donc on entend toujours ces petits bruits. Clapot. Ouais, on dit clapot en français? Clapot. Ah, excellent, Ouais. merci. Je connaissais Clapotis. pas ce mot. Mais clapot. Clapot. Le clapot. Voilà. Et puis évidemment, on entend les Italiens qui passent partout avec leur accent bien typique, que c'est ce que j'ai essayé de vous faire entendre tout à l'heure avec ma phrase en dialecte vénitien. Mais là, je vous ai fait un autre extrait et c'est un monsieur qui était en train de s'excuser avec... en fait, c'était un serveur qui était en train de s'excuser avec un client parce que... il a été servi très tard et donc il était assez coloré dans sa manière de le dire. Voilà, vous entendez que c'est un plus chantant, je Il est trouve, pas content, que le l'italien. pesto froid. Ah, le pesto, on fait pas du pesto à Venise, Thomas, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait à Venise? En fait, il y a beaucoup de recettes qui sont un peu orientales comme genre, parce que comme ils étaient Couscous. commerçants... non. Donc, Bon. Donc, qu'est-ce qu'on était mange sur les spécialités. Qu'est-ce qu'on mange à part du couscous à Venise? on mange par exemple des sarde en saor. C'est des sardines qui sont frites. Et puis on met dessus des oignons qui ont été un peu fermentés, pas vraiment fermentés, mais elles ont été laissées dans le vinaigre longtemps. Et puis on ajoute aussi des pignons et des, comment on dit, uvetta, vous savez, le raisin sec. Voilà. Ah oui. Donc, ça par exemple c'est typique. Et vous voyez que les épices, c'est un peu oriental, et c'est pas vraiment comme ce que vous imaginez dans les clichés de la bouffe italienne.
Donc, si on regarde bien les ambiances classiques de Venise, il y a aussi un autre son qui est très typique, et celle des vaporetti et des plateformes. Et là, vous l'entendez, c'est assez fort, parce que si vous voyez la Riva degli Schiavoni, qui est cette banquise qui va de la place Saint-Marc au jardin, en fait, tout au long, il y a plein de vaporetti, mais sauf que quand il y a d'autres bateaux qui passent sur la lagune, ils forment des vagues et donc ils poussent les vaporetti contre la banquise. Et c'est assez fort et c'est toute la journée. Donc c'est vraiment un fil rouge là aussi d'ambiance quand on se balade sur cette partie de Venise. Parce qu'après, à l'intérieur, on ne l'entend pas. C'est surtout sur la partie qui regarde la lagune. Et ensuite, il y a aussi un autre son que j'ai trouvé un son plutôt de temps moderne, parce que vous savez, Venise est faite par des centaines de ponts pour passer au-dessus des canaux. Et donc, les ponts, par définition, c'est pas très accessible par des gens qui ont des difficultés pour marcher ou surtout, je dirais, pour les touristes qui ont, vous voyez, les valises 3 mètres x 3 mètres. Voilà, donc dans les temps modernes, on a construit à côté des ponts principaux des passerelles en fer, toutes lisses, qui passent juste à côté du pont et qui font un double pont, où tu peux plus facilement passer avec la valise, mais du coup ça fait des sons très métalliques, plutôt désagréables. Donc, je me disais, il faut toujours balancer les droits des gens, donc l'accessibilité pour tous et le beau et comment dire, et l'agréable. Mais bon. Ensuite, je vous amène à Place Saint-Marc. On entend les cloches qui sonnent à midi et qui font pas juste 12 coups, mais qui sonnent pendant très 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 longtemps. Et en fait, on n'entend pas que les cloches de la basilique, mais aussi les cloches des clochers des églises autour. Et c'est quelque chose qui est très, à mon sens, très entraînant. Donc, au milieu de la place, si on se retrouve au milieu de la place, on entend tout ça et il y a beaucoup de gens à ce moment de la journée, il y a les cafés ouverts et je ne sais pas si vous arrivez à entendre, mais il y avait un groupe de jeunes qui fêtaient la maîtrise dans 2. Il y a un chant typique, je pense que vous avez entendu tout à l'heure, mais c'était un chant typique de la goliardie universitaire. Ensuite, si on reste sur la place et on s'approche des cafés les plus chics, je pense que si vous avez été à Venise, vous devez savoir, le Danieli par exemple est un des bars principaux de la place et on entend cette musique que vous devez connaître qui est Volare. Cette chanson qui fait Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Je pense que c'est une chanson très connue dans le monde, qui d'ailleurs, le titre est pas Volare. À l'origine, est Nel blu dipinto di blu, mais comme le refrain est Volare, finalement, elle a été connue sous ce nom. Et à un moment donné, on l'a aussi proposé comme hymne national, parce que notre hymne national est plutôt laid. Et comme celle-ci est très connue, il y en avait certains qui voulaient le remplacer. Non, c'est pas passé finalement. Si je reviens à Venise, je voulais vous faire entendre une ambiance spéciale, parce que vous êtes français, et vous pensez que la grève, on l'a fait qu'en France. Eh ben non. Voilà, vous êtes des pros, disons. Des années d'expertise. D'ailleurs, on fait du conseil. Hein. si, je sais. D'ailleurs, je prends toujours conseil sur ça. Mais du coup, à Venise aussi, on fait la grève, mais ça a une saveur spéciale. Du coup, c'est pas l'ambiance grève qu'on peut connaître, parce que, évidemment, bien sûr, c'est une grève qui s'est faite dans l'eau. Ça, en fait, c'est une grève qui s'appelle Salviamo la pesca, donc on sauve la pêche, et qui s'est tenue justement quand j'étais à Venise, et c'était pour garder le droit de pêcher plus longtemps.
Or, je ne veux pas rentrer dans le sujet parce qu'il faut toujours balancer le droit de préserver la nature avec le droit de préserver la possibilité des pêcheurs de pêcher et de vivre avec ça. Donc, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais je voulais vous faire entendre l'ambiance parce que du coup, la grève est faite par toute une série de bateaux qui ont longé la lagune de Venise et qui sonnaient leur clocher. Et ça a duré une demi-heure. Donc il y avait, je pense, 200 bateaux qui sont passés l'un après l'autre en défilant devant Venise. C'est l'armada en fait. C'est pas une grève. Vous êtes moins embêtés aux fins de manifestation. Il y a moins de casse. C'est sûr. Ils vont quand même s'arrêter après Venise. Ils se sont arrêtés dans une ville qui s'appelle Chioggia. Donc je ne sais pas s'il y a eu des casses quand ils sont descendus du bateau. Ça, je ne peux pas te le promettre. Mais bon, tant qu'ils sont dans l'eau, ils restent dans le bateau. Enfin, ça c'était pour les ambiances Venise, les ambiances classiques et les ambiances spéciales. Mais comme je vous disais au début, j'ai aussi visité la Biennale d'architecture. Et c'est une biennale qui m'a beaucoup plu cette année. Le thème de la biennale était « How we will live together ». Et ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait, c'est une biennale green, inclusive, circulaire économie, innovante, communautaire. En fait, l'idée, c'est comment on peut penser de nouvelles manières de vivre ensemble entre les humains, entre les humains et les animaux, la nature, pour retrouver un nouvel équilibre. Et du coup, pas seulement le thème est intéressant, mais aussi le lieu dans lequel la biennale se tient. Oui, c'est symbolique. C'est symbolique, mais aussi c'est très beau parce que c'est l'Arsenale. Si vous avez jamais été à l'Arsenal, je vous conseille vraiment d'aller à la Biennale pour rentrer à l'Arsenal, parce que en fait c'est un lieu où dans le passé on construisait le bateau, mais c'était une espèce de citadelle. À l'intérieur on faisait tout, on était quasiment autonome, on faisait même des galettes qu'on exportait pour vous dire, mais on faisait tout, les cordes, les réparations en bois, l'école, c'était vraiment autonome comme citadelle. Et c'est un lieu extraordinaire qu'on ne peut visiter que pendant l'exposition de la Biennale. Et donc on peut effectivement marcher à l'intérieur de ce qu'on appelle les corderies, là où on faisait les cordes, et puis passer sur l'eau où il y avait les hangars où on faisait et on réaménageait les bateaux. Donc c'est déjà extraordinaire pour ça. Et puis le thème, moi je trouvais très intéressant parce que finalement on passe 3-4 heures à se balader, un peu chuchoté par ces ambiances où on se retrouve quasiment dans une forêt parce que il y a des sons d'oiseaux, de pluie, de tropicales, des sons d'abeilles. En fait, l'idée c'était vraiment d'essayer de transmettre l'idée qu'on peut vivre différemment et un peu tous ensemble. Et il y a certains trucs que je voulais vous signaler en particulier, c'est que j'ai découvert qu'il existe des gens qui s'appellent chiocolatori, et c'est des gens qui sont capables de reproduire avec leur voix les chants des oiseaux. Et on les entend dans le fond de bruit qui sont en train de passer. Ils arrivent à faire des trucs assez extraordinaires. Et une autre chose que je trouvais très intéressante, c'est que j'ai découvert qu'on peut construire avec les abeilles. C'est-à-dire que si tu prépares une forme et tu mets des abeilles à côté, les abeilles vont construire leur maison sur la forme que tu leur as donnée. Et du coup, tu as un building, donc tu as un édifice fait par les abeilles, avec donc, tout naturel, mais avec la forme que tu souhaitais. Et c'est très dur et très résistant. Ou encore, je trouvais extraordinaire l'idée de faire des édifices avec un matériel fait par des microbes.
donc, où on communique entre l'édifice et l'être humain grâce aux microbes. Et ça a la forme d'une espèce d'éponge géante. Un peu comme le métro parisien, finalement. Exactement, comme le métro parisien. Vous êtes toujours à l'avance, en fait. C'est franchement très visionnaire. Et parmi les autres choses qui m'ont plu, il y a aussi, j'ai découvert qu'on peut faire des maisons avec des briques qui sont faites par les déchets de la désalinisation de l'eau, surtout dans certains pays qui n'ont pas l'accès à l'eau. Je pense que les expérimentations se sont faites à Abu Dhabi ou par là. En fait, pour dépurer l'eau et en faire de l'eau potable, il y a des déchets de désalinisation que compactés peuvent faire des briques qui sont résistantes comme les briques qu'on utilise normalement, mais sauf que c'est fait complètement à partir d'un truc recyclable. Et enfin, il y avait aussi beaucoup de choses autour de l'intersectionnalisme, des nouvelles manières de vivre ensemble en communauté, en s'aidant. Donc très riche et encore une fois, je vous conseille fortement d'aller la voir. C'est vraiment une très belle expérience. Et ça fait envie. Ça fait envie. Moi, j'ai adoré. Et je n'ai vu que la partie Arsenal, parce qu'il y a aussi la partie Giardini. Mais là, j'irai, je pense, au mois de septembre, parce que de toute façon, on peut séparer la visite. Et pour terminer, je voulais vous faire entendre deux sons qui m'ont interpellée. Le premier, c'était au pavillon d'Irlande. En fait, l'idée, c'est qu'ils ont recréé ce qu'on entend. On entendrait si on était à côté d'un serveur. Quasiment, parce que l'effet, je pense, surchauffe elle-même. Donc, si on est à côté d'un serveur géant, quand le serveur commence à chauffer, parce qu'il y a beaucoup de données qui s'excitent, en fait, il y a des ventilateurs géants, eux aussi, qui essaie de faire baisser la température. Donc en fait, nous, quand on s'échange beaucoup de photos, des vidéos par Internet, etc., on fait chauffer ces serveurs géants et on met en route ces ventilateurs. Et l'ambiance qu'on a, c'est celle que j'ai pu voir au pavillon d'Irlande. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que c'était un peu effrayant et ça m'a un peu rappelé les ambiances du film Big Brother. Je ne sais pas si vous voyez tous ces sons un peu métalliques, très profonds, mais un peu ambiance industrielle du début du siècle, mais effrayant. Donc, on voyait que c'est à peu près le même son qu'entendent les baleines en Alaska, quand il y a des gros bateaux qui viennent se promener dans les réserves naturelles, et qu'elles arrivent de ce fait, à communiquer entre elles. Et là, avec le Covid, du coup, les naissances se sont multipliées, les mamans laissent partir les baleineaux plus loin pendant qu'elles vont chasser, et voilà. Mais c'est un peu le même genre de bruit, que le diesel des moteurs de bateaux touristiques. C'est vrai. Mais merci pour ce parallèle, j'y avais pas pensé. Et pour terminer, en fait, je voulais vous faire entendre un son du pavillon Ouzbékistan qui n'avait rien de spécial, mais je veux vous le faire entendre parce que, en fait, je vais pas arriver à le dire, Ouzbékistan, voilà. Et la Thaïlande, c'est deux pavillons où les pays n'ont pas pu participer finalement. C'est-à-dire ils ont ouvert leur pavillon, mais ils n'ont rien mis dedans, sauf des sons et des vidéos. Et ça, pour conclure, j'ai trouvé intéressant, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'ils n'ont pas pu venir à cause du Covid, mais ils ont trouvé une alternative. C'est-à-dire qu'ils ont construit ce qu'ils voulaient présenter à la Biennale de Venise, ils l'ont construit localement. Donc, par exemple, en Thaïlande, ils ont construit une espèce de repère qui devrait servir de maison pour les humains et les éléphants, de manière qu'ils puissent vivre dans le même village. Au lieu de faire un modèle de ça et de l'amener à Venise, ils l'ont construit localement avec des gens locaux. Et en fait, un truc qui va rester dans la communauté où il a été construit. Donc finalement, je trouve que dans la malchance de ne pas pouvoir
pouvoir participer physiquement à la biennale, il y a le bon côté qu'on a fait quelque chose de bien localement, on a moins pollué, on a fait quelque chose qui va rester aussi pour les générations futures. Donc ça m'a semblé une belle idée et un signe d'espoir. Voilà. Ça donne envie de voyager jusqu'à Venise et d'aller découvrir ce qui se passe à l'Arsenal et dans les jardins. Peut-être en une fois pour nous, parce que il faut quelques jours à mon avis pour absorber tout ça. 2 jours, je pense. 2 jours à la biennale pour le faire tranquillement et vraiment en profiter. Et puis voilà. Finalement, profiter de Venise et de son ambiance, je vous dirais qu'il faudra rester des mois. Mais le temps que vous avez, c'est déjà bien. Merci Chiara pour ce joli voyage à Venise. Où est-ce que tu nous emmènes le mois prochain? T'as une idée déjà ou pas? Moi? Ouais. Non, c'est une surprise. Ouais, je vais vous faire attendre. Elle va à Melbourne. Ça va être sympa, ils sont en quarantaine. Ouais. Bon, toi Thomas, t'as pas fait grand chose évidemment ces derniers temps, donc pas évident de nous offrir des sons et des ambiances de Melbourne, c'est plutôt calme. Dans quel état d'esprit est-ce que les gens se trouvent actuellement autour de toi avec ce énième reconfinement? Plombé. Très honnêtement, c'est plombé. En fait, je vous fais l'histoire très courte. Il y a une personne qui est rentrée du Sri Lanka par le Western Australia et ensuite a fait sa quarantaine. Apparemment, il n'avait pas le Covid. Il a attrapé le Covid pendant sa quarantaine. Il est sorti de cet hôtel. Il s'est rendu dans le Victoria et boum, Covid, retour dans le Victoria, alors que ça faisait des semaines qu'on n'avait pas un seul cas, à part les hôtels en quarantaine, et là, il n'y a pas de risque. Et on a eu jusqu'à, je sais pas, 3 cas par jour. D'accord. Non, mais c'est pas une blague, hein. C'est là où c'est très dur psychologiquement, en fait, parce qu'ils ont très peur des variants, le variant Delta. Et apparemment, ce qui se dit ici en Australie, c'est que dès qu'il y a un type à côté de toi qui respire un peu trop fort, il a le Covid, il a le Delta, tu l'as aussi, donc ils nous ont mis en lockdown, c'est en confinement pendant 1 semaine, ils appellent ça le court-circuit, une semaine s'est transformé en 2 semaines, et là on sort du confinement. C'est pour ça que vous avez pété les fusibles, quoi. Ah, on est fatigué. Franchement, c'est c'était rapport au court-circuit. C'était juste rapport au court-circuit. Oh, j'avais pas fait gaffe. Oh, elle est pas mal. Non, on est un peu fatigué. En plus, c'est en plein hiver, pas de lumière, parce qu'on est à l'envers, hein, nous. Hein, donc, toutes vos photos de plage, les doigts de pied, tout ce que tu veux, le sable, les cocktails, tout le monde content, machin et tout. Nous, c'est non. Mais si tu as encore dans tes contacts des gens qui publient des doigts de pied, faut les supprimer. Il faut les bannir. Tu les bloques. Depuis sur les arbres, pas les tableaux de bord. Donc ouais, l'ambiance elle est vraiment morose. Et là depuis vendredi, on peut retirer le masque en extérieur, mais le masque en intérieur est obligatoire. Sachant que, je sais pas, on a eu en 1 semaine, on a eu 3 cas. 4 cas, 5 cas. Ouais, non, mais c'est ridicule. Et c'est le même noyau familiaux. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, là, hier, on a eu 1 cas, mais c'est quelqu'un de la famille qui était dans la même maison. Donc c'est pas de circulation de Covid. C'est une seule famille qui fout la merde, quoi. Faut aller leur péter la gueule. Je sais pas si vous avez l'adresse, mais. Bah, oui. Crever les pneus. Crever les pneus. Salaud. La guerre des voisins. Non, mais voilà, si tu veux, on est quand même épuisé parce qu'on a eu un lockdown très long l'année dernière, et à chaque fois ils appuient sur le bouton, on fait tiens, on s'emmerde, on va appuyer sur le bouton, on va les enfermer, hop là, et c'est parti pour 1 semaine, 2 semaines et compagnie, et les gens ici, comme je le dis si bien, ils respectent à mort, donc le bruit de la ville, alors moi qui aime bien enregistrer des sons et tout, il y a rien, je peux rien enregistrer, c'est mort, mais c'est véritablement mort, il y a rien à faire, donc voilà. Est-ce que ça vient pas aussi du fait qu'au niveau vaccination, après on va passer très vite sur le sujet parce qu'on en parle suffisamment, mais en fait en termes de vaccination, vous avez pris le parti, vous, de protéger la population locale, quitte à enfermer les gens entre guillemets, mais la vaccination n'est pas si en avance que ça par contre en Australie. Je pense que c'est peut-être une erreur de stratégie. Au-delà de l'erreur de stratégie, c'est qu'on s'est endormi sur nos acquis. Nos acquis étaient que nous n'avions pas de Covid. Et d'un seul coup, on s'est dit, oups, c'est vrai que le Covid peut revenir. Donc il faut lancer des campagnes de vaccination très rapidement. C'est long à se mettre en marche. Ça va un peu mieux, mais je pense qu'on a un retard par rapport à vous qui est gigantesque.
Et il faut gommer ce retard pour qu'on puisse réouvrir les frontières, parce que d'un point de vue économique, on est en train de le payer très cher. Mais vraiment très cher. C'est-à-dire que le taux d'emploi en Australie est au maximum, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chômage, mais on est surtout dans une difficulté pour trouver du personnel. Et pour trouver du personnel, il faut faire venir des gens de l'extérieur. Et pour l'instant, c'est très compliqué et très coûteux de faire venir des gens de l'extérieur. Merci Thomas pour ton témoignage. Vous ne bougez pas les amis, Chiara à Florence, Thomas à Melbourne, dans Balades Immobiles. On va parler littérature à présent. Et dans Balades Immobiles, nous accueillons à présent Aïda Valceanu. Bonjour Aïda. Bonjour Fabien. Alors tu es à l'origine de la création du prix du livre de plage ici au Sables d'Olonne. En quoi consiste ce prix du livre de plage et comment t'es venue l'idée ? C'est une idée qui a germé il y a 3 ans, comme souvent les bonnes idées dans un bar à Paris lors de la saison des prix littéraires. J'étais avec un éditeur et un auteur. Après une soirée littéraire, nous parlions des choses et d'autres et on s'est dit mais pourquoi ne pas lancer un prix du livre de plage qui soit un livre qui s'adresse au plus grand nombre. Et plus nous rigolions à ce moment-là et c'était on s'est dit la France est le pays qui a le plus de plages avec la côte atlantique et la Méditerranée peut-être sans le savoir parce que nous sommes tous très mauvais et en géographie et en mathématiques. Oui, mais vous aviez bon, je crois qu'on est les deuxièmes dans le monde. Voilà, donc c'est un pays qui a énormément de plages, pourquoi ne pas lancer un livre comme ça ? C'était pour rigoler, mais en même temps, l'idée c'était aussi de lancer un livre qui parle au plus grand nombre, parce que les lecteurs, ou c'est peut-être juste une idée que moi je me fais, il y a énormément de lecteurs en Provence, des gens qui lisent en Provence, on dit que souvent ce sont les femmes qui achètent, et parce que j'anime un club de lecture depuis 10 ans ici au Sables d'Olonne, je me suis dit, parfois on passe à côté des prix littéraires parce qu'on ne les comprend pas, ou parce qu'on ne comprend pas le principe, ou parce que le livre est ceci ou cela, ou parce que l'auteur est trop connu, ou pas assez, etc. Et on s'est dit, pourquoi ne pas lancer un livre, un prix qui donne envie. En fait, mon envie à moi, c'était de donner envie à des gens qui ne vont pas forcément lire ou qui ne savent pas quoi lire aujourd'hui parce qu'il y a tellement de sorties de publications que parfois on a un peu de mal à choisir un livre. Même les libraires sont parfois perdus un peu dans le nombre de livres. Je ne vais pas rentrer dans des choses de finance et d'édition, mais depuis beaucoup d'années, en fait, beaucoup de maisons d'édition doivent publier pour couvrir les retours, pour faire une balance financière, en fait. Et à force de publier, il y a un moment où on est un peu perdu dedans. Et donc, on s'est dit, il faudrait trouver un livre qui soit à la fois un livre qui parle au plus grand nombre, mais à la fois un livre que les gens n'auraient pas acheté forcément parce qu'ils ne connaissent pas l'auteur ou parce que ce n'est pas leur sujet ou parce que voilà. Et l'idée, c'est un peu bête de le dire et c'est peut-être un peu un lieu commun, mais l'idée, c'était de donner, si on arrivait à donner envie à des gens qui ne lisent pas forcément ou pas forcément beaucoup, d'acheter un livre et de le lire à la plage juste par curiosité, c'était la réussite. Mais finalement, quand on regarde la sélection, dans l'esprit et dans les lieux communs, le livre de plage, ça va être le livre léger, ça va être le truc facile à lire, et c'est pas du tout le cas finalement. Mais c'est pour ça que c'était la première édition aussi, et on s'est dit, puisque tout le monde va croire que le livre de plage, c'est un peu le livre de gare, on va prendre le contre-pied et choisir des livres qui sont un peu... En fait, dans la première sélection qui comporte cet ouvrage, les livres, pour au moins la moitié, sont même pas très faciles à lire, à vrai dire, assez hermétiques. Et donc, l'idée, c'était déjà de prouver qu'un livre de plage n'est pas forcément... Et puis, vous savez, une première édition, on fait des essais et puis on voit bien après. Mais l'idée, c'était de prouver d'abord que ce n'est pas un livre de gare, que ce n'est pas la même chose. Moi, je défends les livres populaires. Je n'ai pas, peut-être parce que je suis romaine, peut-être parce que je suis fille d'éditeur, je n'ai pas honte de ce qu'on appelle le livre populaire. Parce que je pense que lorsqu'un livre arrive à attirer le lecteur, à faire le lecteur s'identifier au personnage, à la situation, à quoi que ce soit, le pari est réussi, même si le style parfois n'est pas le plus académique, le plus littéraire possible. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour dire que je n'ai pas honte du livre populaire, mais là, en l'occurrence, pour faire un peu un contre-pied, le choix est plutôt, vous voyez, il y a Guénassia dans le premier choix, son deuxième ouvrage après le Club des incorrigibles optimistes, qui est un ouvrage qui se lit, mais peut-être pas aussi facilement que ça. Il y a Minuit Radio, dont l'action se passe en Suisse, dans les années 60, qui est un livre aussi assez compliqué, pas facile de premier abord. Et donc, c'était un peu une sélection contre-pied. Et pour répondre à votre question, c'était un peu ça.
Ce qui fait qu'à la fin, dans les 7 livres proposés, pour nous jurés, il a été difficile d'en choisir un aussi. Et justement, dans la sélection, parce que c'est ça qui est intéressant, comment vous faites ? C'est quoi le critère ? C'est quoi ? C'est comme partout. Tout le monde propose et à la fin, c'est le plus fort qui gagne. Oui, mais comment ça se passe quand on a un partenaire comme Le Figaro comment on arrive à composer et aller dans la direction que tu disais, finalement, de faire du livre populaire quelque chose de beau aussi, parce qu'il va accrocher un public qui n'y vient pas forcément. Mais le challenge, il sera pour la 2e édition, pour que je fasse comprendre et admettre au Figaro que le livre populaire est un livre bien, qui est noble aussi. T'as pas encore réussi ? Non, mais c'était la première édition. En fait, j'ai été très heureuse que le Figaro Magazine accepte ce partenariat, parce que ce n'est pas gagné, parce qu'au début, on peut se dire, le livre de plage, ça paraît un peu farfelu, tout ça, on peut tout mettre dedans, et à la fois, voilà. Et j'ai été très heureuse que le Figaro Magazine accepte d'être partenaire, que la Fondation Minerve, l'Institut de France, accepte d'être partenaire du prix. Je pensais aussi, plus sérieusement parlant, je pensais que le fait d'avoir des institutions qui sont reconnues et aimées en France était un gage pour cette première édition pas de visibilité, mais de sérieux aussi, quelque part. Après, si vous voulez, à la fois, c'est un gage de sérieux, à la fois aussi, et je le dis tout en disant que j'ai adoré ce prix, j'ai adoré nos partenaires et j'espère qu'ils le seront l'année prochaine, on se prive aussi un peu de sa liberté. Parce que nous sommes plusieurs et que lorsqu'on fait une sélection de livres, il faut qu'on ait en tête, et moi la première, que les livres que je vais proposer... Parce qu'en fait, pour faire simple, chaque juré, lors de la première réunion, propose 2 ou 3 livres. Et en fonction des livres que nous avons proposés, nous allons faire une sélection de seulement 7 livres. Et donc, quand je fais ma sélection de livres, je ne choisis pas forcément, et c'est ce que j'ai fait cette année, je n'ai pas forcément choisi des livres que j'aurais aimé, que j'aurais voulu mettre en avant, aussi parce que je me suis un peu autocensurée en me disant il faut que je choisisse des livres qui soient... qui correspondent à la ligne éditoriale de l'un et de l'autre, vous voyez. Et je pense que c'est bien. Parce qu'en plus, moi, ça m'a permis de découvrir des livres que je n'aurais pas lus, vous voyez. On connaît mal ce petit monde de l'édition et tout ce qu'il comporte. Et c'est marrant de voir... Ne comptez pas sur moi pour vous dire comment il fonctionne. Il a ses codes comme beaucoup d'autres. Exactement, et il a ses codes. Mais c'est marrant cette dynamique de prix et de voir que... Je ne sais pas quel regard tu poses sur les blogueurs littéraires. Alors, il y en a des sérieux, il y en a des beaucoup moins sérieux. Mais de se dire que parfois des livres sont portés à des prix, comme le prix Orange, non pas par la maison d'édition, mais... par un blogueur qui, lui, va avoir le poids auprès des membres du prix ou je ne sais pas comment, pour porter ce livre et faire qu'il y soit considéré, alors même que la maison d'édition, Stock en l'occurrence, n'y va pas, quoi. Comment t'expliques cette espèce de... Toi qui connais ce monde-là, c'est quand même très incongru, et moi, ce que tu m'as semblé offrir au travers de ce prix du livre de plage, et c'est avant tout pour ça que je l'ai aimé, c'est un choix qui a été différent et pas finalement un choix de maison d'édition. Quoi que tu en dises sur ta liberté. Et je ne t'ai pas parlé des maisons d'édition, c'est pour les auteurs, c'est une vraie frustration de se dire, il y a des blogueurs qui sont obligés d'amener nos livres là où nos propres maisons d'édition n'y vont pas. Et comment, c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce processus et comment ça marche. Vous savez, ce qu'il y a de beau dans ça, je travaille avec des maisons d'édition où j'anime des rencontres littéraires dans des salons de livres depuis une dizaine d'années, grosso modo. Et j'ai été moi-même blogueuse au tout début. J'avais un petit blog, je sais même, c'était pas un blog littéraire, on peut dire carnet de voyage, état d'âme, état d'humeur de Madame, non pas Bovary, mais de Rênal, qui bovarise pourtant en bord de mer. À cette époque-là, il y a 10 ans, les blogueurs étaient regardés. J'essaie de répondre à votre question, mais si ma parenthèse est trop longue, vous me ramenez. Non, mais tu as le droit de me dire tu, par contre. Voilà. Sinon, je vais pas bien le prendre à un moment. Il y a une dizaine d'années, grosso modo, les blogueurs littéraires commençaient à créer une sorte de bouche à oreille sur les livres qu'ils avaient aimés. Et donc, ils étaient regardés avec, pas du mépris,
mais avec un certain regard d'en haut par à la fois les médias, mais à la fois aussi les maisons d'édition. Parce que les prescripteurs des livres étaient les critiques depuis aussi loin que moi, je me souviens, les prescripteurs de livres partout ont été les critiques littéraires. Et donc le blogueur n'a aucune légitimité. La seule qu'il a, c'est son amour de la lecture. Et moi, je pense que c'est pour ça que cela a fonctionné et que les blogueurs ont commencé à faire du bouche à oreille et finalement à faire connaître des livres qui parfois n'existaient pas du tout dans la presse du moment, parce que, et là je vais vous donner un exemple concret qui nous ramène au Sable d'Olonne et à Pierre, le libraire des Fables d'Olonne, que j'ai connu comme ça via les blogs. C'est juste pour essayer de vous expliquer comment ça marche. Un jour, j'avais reçu de chez Anne Carrière, qui est une maison d'édition parisienne, un livre, je ne sais plus, je pense que l'auteur s'appelait Ondine Kaya. C'était pas un auteur connu et c'était pas une grande histoire de la littérature, mais c'était une histoire qui touchait. C'était l'histoire de son frère handicapé, mais racontée avec beaucoup de pudeur et beaucoup de sensibilité. Et moi, j'avais vraiment aimé ce livre. Je l'avais chroniqué à l'époque, je travaillais à TV Vendée, je l'avais chroniqué sur TV Vendée et j'avais essayé de regarder un peu sur Internet ce que pensaient les vrais critiques littéraires. Et en fait, je n'avais pas trouvé de chronique de ce livre-là, mais je l'avais chroniqué avec mon ressenti à moi de lecteur depuis très longtemps. Et puis, quelques temps après, j'ai trouvé sur Internet une chronique de livre qui correspondait parfaitement à ce que moi j'avais pensé du livre, sur la page Internet des Fables d'Olonne, une toute petite librairie installée au Sable d'Olonne. Donc je suis allée les voir pour demander au libraire. Ce n'était pas le libraire qui avait lu le livre, mais son épouse, qui était elle-même libraire, mais dans une autre librairie, parce que leur librairie était trop petite pour que les deux soient libraires dans la même. Et leur ressenti du livre était le même que le mien. Et donc, je vous donne cet exemple pour dire que des gens qui ont lu nos blogs et nos chroniques à ces moments-là, ils sentaient en nous ce qui nous a touché nous dans le livre, même si nous ne le racontions pas avec les mots très beaux d'un vrai journaliste littéraire, vous voyez. Et je pense qu'à cette époque-là, c'est ça qui a fait, et je vous dis ça parce que j'ai été très émue de voir après ça ce que moi j'avais dit sur le livre publié dans le... Vous savez, le truc commercial des éditions Anne Carrière, envoyé à tous les libraires, il y avait des extraits. Pas beaucoup de journaux, mais pas mal de blogueurs, y compris moi, cités dans le document. Et donc, je vous dis ça pour dire que c'est un peu comme ça que les maisons d'édition sont venues vers les blogueurs. C'est parce que les blogueurs créaient un bouche à oreille et faisaient connaître aussi des livres un peu inconnus. Si la maison d'édition l'a publié, c'est que le livre valait le coup, qu'il était beau aux yeux de l'éditeur, mais parfois, quand il n'y a pas de presse derrière et pas de retour, même l'éditeur... voilà. Moi, je trouvais qu'il y avait un peu de ça. L'éditeur, comme vous dites l'éditeur ne le pousse pas et pourtant c'est le blogueur qui le pousse. Parce que peut-être l'éditeur y croit puisqu'il l'a publié. Mais peut-être qu'il voit bien qu'il n'y a pas de presse, donc il ne sait pas comment le pousser. Et aujourd'hui, les blogueurs littéraires, je ne sais plus trop où ça en est parce que j'ai moins suivi, mais ils existent toujours et je pense qu'ils sont peut-être toujours pour certains regardés d'en haut, mais pour d'autres, ils sont certains. Voilà, parce qu'il y a un peu de tout comme partout. Mais pour d'autres, ils sont devenus, je pense, pas des prescripteurs, mais des passeurs de livres. C'est beau ça, des passeurs de livres. J'aime bien. Pour le coup, Alfred de Montesquieu, tu as été une passeuse de livres parce que je pense qu'on en a 3 exemplaires à la maison. Comment ça s'est passé, le choix de celui-ci plutôt que l'un des 6 autres ? Je ne peux pas tout dire. Non, dis ce que tu peux dire. Parce que c'est un livre dur, finalement, qu'on n'imagine pas lire sur la plage. Et en même temps, c'est un livre beau parce que c'est une histoire d'amour. J'en suis à la page 24, donc je peux pas... Mais... Est-ce que vous avez envie de continuer ? Ah bah oui, complètement. Ouais. Bon, alors, le pari est réussi. Je pense que c'est ça aussi avec un livre. Parfois, on a du mal à rentrer dedans. Parfois, il nous agace, il peut nous énerver. Il y a des livres qu'on ne quitte pas du début à la fin. Peut-être que le livre d'Alfred Montesquieu n'en fait pas partie. Mais à partir du moment où on veut connaître, on veut continuer, le pari est gagné. Parce que d'une manière ou d'une autre, et c'est pour ça que certains livres plaisent beaucoup et d'autres pas du tout, parce que chaque livre parle, c'est comme la musique aussi, et c'est comme tout le reste. En même temps, c'est ce que je pense moi. C'est ça, je ne vais pas faire trop de lieux communs, mais en fait,
quand on aime un livre, c'est que quelque part, ce livre touche une corde sensible chez nous, ou c'est un personnage, ou c'est le ton, ou c'est quelque chose. Et en fait, c'est une sorte de relation qui se crée. Ah oui, c'est une vraie relation qui peut amener des émotions, faire pleurer, rire. Et vous voyez... cet Alphonse de Montesquieu, quand même, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est grand reporter, il est documentariste quelque part, puisqu'aujourd'hui il fait des films, il réalise des films documentaires. Il est actuellement au Liban en train de filmer, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il passe un mois au Liban. Et c'est quelqu'un qui a réussi à écrire un roman. Est-ce que c'est quelque chose qui a séduit les jurés dans l'approche, en fait, dans le choix de ce livre? En fait, ce qui s'est passé, c'est un peu la même chose pour nous tous quand nous l'avons choisi. Enfin, il y a ceux qui l'ont lu dès le début. Nous avions la fameuse sélection de 7 livres. Moi, j'avais choisi commencé avec ceux qui me paraissaient les plus intéressants. Et j'avais laissé honnêtement un dernier, 2 livres, une biographie de Cary Grant chez Gallimard, qui est exceptionnelle, mais un livre un peu petit, une biographie, et puis un peu mince. J'avais peur que ce soit pas assez dans les critères de ce que moi je voyais pour le livre de plage. Et puis ce livre qui parlait de la guerre en Syrie, parce que je me suis dit, s'il y a bien une chose qu'on ne va pas lire sur la plage, surtout maintenant, parce qu'on en parle depuis 10 ans quand même de la guerre en Syrie, je ne minimise pas le malheur des gens qui l'ont vécu et qui continuent à vivre en Syrie. C'est pas ça. C'est juste que d'un point de vue égoïste de lecteur, franchement, je pensais que sur la plage, j'ai pas envie de lire ça. Et donc, je l'avais laissé en dernier et puis, je l'avais lu par bon élève acquis de conscience. C'est le dernier que j'ai lu. Et en fait, en le commençant, j'ai senti qu'il y avait... Je ne savais pas tout de l'auteur à ce moment-là. Je savais juste qu'il y a en 4e de couverture qu'il était grand reporter et qu'il avait couvert les printemps arabes et la guerre en Syrie. Mais il m'a embarqué direct dans son livre parce qu'il a eu cette astuce de nous faire rentrer dans le conflit par une petite porte dérobée qui est celle d'un enfant adopté, qui est celle en fait universelle d'un enfant adopté en quête de ses racines. Et donc c'est ce photographe qui à la base part voir sa famille, retrouver ses racines, qui va se retrouver dans le conflit syrien. Et ce que j'ai dit après coup, mais qui reste pour moi assez vrai de ce livre, c'est que finalement la guerre en Syrie n'est que le décor du livre et qu'il y a des personnages qui sont bien dessinés et qui nous amènent et qui nous entraînent. Et c'est là ce qu'a réussi Alfred de Montesquieu. Ce n'est pas un livre que moi j'aurais mis dans ma pile de lecture ni dans le prix du livre de plage, bien que ce soit celui que j'ai défendu ici, parce que ce n'est pas exactement ce que je voulais comme prix du livre de plage. Mais dans la sélection que nous avions fait, d'un coup je me suis dit, cet auteur réussit à sortir du chablon du journaliste, à se détacher et à sortir du côté très moralisateur qui est souvent celui des écrits sur la Syrie. Et là, il m'est devenu sympathique parce qu'il m'a amené dans ce conflit et il m'a amené à me poser des questions sur ce qui se passe là-bas, ce qui se passe même dans la tête des gens et des êtres humains pendant une guerre, quelle qu'elle soit. Et je me suis dit, il est malin. Il a fait un bon boulot, il a bien écrit, il nous a entraînés dedans, on l'a lu, donc ce livre-là mérite à avoir un petit coup de projecteur. Je ne sais pas quelle sera la portée du prix du livre de plage, mais au moins on va faire découvrir quelqu'un, voilà. Et une fois que j'ai dit ça, que j'ai défendu le livre, Jean-Christophe Ruffin m'a beaucoup soutenu aussi dans ce choix-là. Et une fois tout ceci fait, je suis allée googliser, je ne sais pas si le mot existe, l'auteur pour voir qui il était. Et j'ai découvert qu'il avait eu le prix Albert Londres déjà. Et bien que ce soit son premier roman, j'ai senti chez lui une vraie recherche, un vrai intérêt pour la littérature. Ce n'était pas juste un nouveau livre de journaliste sur un fait d'actualité, puisque nous commémorons 10 ans depuis le début de la guerre en Syrie. Il y a autre chose dans ce livre. Il y a le rapport qu'il entretenait un peu sous-jacent, et il l'a expliqué d'ailleurs que c'est la disparition de son ami photographe qui l'a invité à écrire ce roman. Et ça lui a pris 7 ans. Il y a une histoire d'amour, entre guillemets, parce que derrière ce livre, et finalement la Syrie n'est que le décor, et on sent tout l'effort quand il en parle. En tout cas, on a eu la chance de pouvoir l'écouter grâce à toi, et on sent que ça n'a pas été un exercice simple pour lui. Et je trouve ça très joli de pouvoir mettre en avant un travail différent
de quelqu'un dont on attend quelque chose de finalement très cadré dans un style journalistique où apparemment on ne le retrouve pas. Je ne suis pas suffisamment avancée dans la lecture pour le dire, mais en tout cas, on l'a fait dédicacer à envoyer un ami photoreporter qui travaille pour des ONG et à qui il a mis un mot très gentil. Donc on sent toute la sensibilité aussi de cette personne. Et qu'est-ce que tu penses que ça peut provoquer pour les éditions prochaines? Est-ce que le choix de Jean-Christophe Rufin, comment il est venu? Est-ce qu'il s'est imposé naturellement comment tout ça est arrivé? Quel rôle il a joué? Je ne le connaissais pas du tout avant, Jean-Christophe Rufin, puisqu'on avait un partenariat avec l'Institut de France et parce que aussi les académiciens sont prescripteurs de livres. Je me suis dit, c'est bien d'avoir un président du prix pour la première édition, quelqu'un qui soit connu, qui soit lu, etc. C'est pas n'importe qui. Oui, mais en fait, ce qui est incroyable, parce que je ne le connaissais pas, je me suis dit, je pense toujours au public et aux lecteurs de Vendée. La Vendée étant un département où la plus grande ville, La Roche-sur-Yon, a 50 000 habitants. Donc, si vous voulez, c'est un public de lecteurs qui est peut-être un peu différent. Et donc, je pensais toujours à eux. Et je me suis dit, Jean-Christophe Rufin, du peu que je connaissais sans l'avoir jamais rencontré de lui, est assez accessible. Et il vend, je crois qu'il est à 3 millions de bouquins vendus. Donc, les gens s'identifient à ses livres, se retrouvent dedans. Si jamais il acceptait, ce serait génial pour nous. Et ce serait aussi un beau coup de projecteur pour le prix, pour le choix de l'auteur, etc. Et puis après, j'ai découvert, je l'ai côtoyé pendant la sélection des livres, et puis ici au Sable d'Olonne, et je trouvais il m'a beaucoup fait penser, alors qu'ils n'ont rien de premier abord en commun, mais parce que je n'ai pas énormément de références en France, dans le milieu littéraire non plus. Mais il m'a fait penser à Jean d'Ormesson, que j'avais rencontré dans sa maison en Corse, parce que j'étais allée le voir, je suis roumaine, j'avais lu Jean d'Ormesson en Roumanie, mais vous voyez, c'est quand vous vivez en Roumanie, Jean d'Ormesson à Landelon, ça n'a rien à voir, mais c'est sur le même niveau, si vous voulez. Voilà. Ce sont pas des gens qu'on va rencontrer, etc. Donc imaginez-moi, j'avais 25 ans, la jeune journaliste roumaine, le jour où je rencontre Jean d'Ormesson, qui m'invite à prendre le thé chez lui, dans sa maison secondaire, pas parce que j'avais publié un article dans une revue roumaine sur un de ses livres, parce qu'il était très élégant, il m'avait appelé, il se trouve que j'étais en Corse, il était en Corse, donc il m'a invité à prendre le thé. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais je n'ai pas la culture, j'ai fait un truc. Et j'avais été très surprise de passer un moment tout à fait normal. Nous avons parlé de choses et d'autres, évidemment pas du tout de philosophie ni d'autres choses. Et là, quand j'ai rencontré pour la première fois Jean-Christophe Rufin, c'était la même chose, parce qu'évidemment, ma culture, quelle qu'elle soit, elle n'est rien en comparaison avec la leur. Ma connaissance du monde n'est rien. Mais en fait, ces gens-là ont une disponibilité, une curiosité, et c'est peut-être aussi une forme d'intelligence, j'en sais rien, et un intérêt qui fait pour qu'on l'autre. se mette... À partir du moment où on est curieux de ce que dit l'autre, on se met à son niveau, en fait. Et donc, bref, voilà, pour dire, Jean-Christophe Rufin, c'était une très belle découverte. Et puis, si jamais il acceptait d'être président l'année prochaine, ce serait... Mais je crois qu'il a accepté, non? Plus ou moins, ouais, il faut voir. On n'est pas arrivé à l'année prochaine, mais... Plutôt plus que moi. Hein. Et en plus, il avait aimé le livre d'Alfred Montesquieu. Et en plus, Montesquieu, une fois qu'il a eu le livre, nous a dit, tu étais là, qu'il était super ému parce qu'il lisait Rufin depuis toute sa vie et que Rufin avait choisi son livre. Et là, je fais une dernière parenthèse pour dire que Montesquieu, c'était pareil, je ne l'avais jamais vu avant. Et peut-être parce que c'était un de ses premiers prix, sur son premier roman en tout cas, il avait une forme de spontanéité et il était heureux comme un gamin. Ouais. Et c'était alors qu'il a quand même 40 balais, il a mon âge et qu'il pourrait être plus blasé parce que grand reporter, il a fait quand même Associated Press, grand reporter à Paris. Non, mais t'imagines, c'est un truc, il a mis 7 ans à l'écrire. Et voilà, il a mis 7 ans à l'écrire, il avait une récompense, c'est son premier prix en plus, et il était joyeux, comme un enfant, heureux. Et humble. Et là, quand je l'ai vu au Sable d'Olonne parler comme ça de son livre, parler avec tout le monde, j'ai vraiment été heureuse qu'il ait eu le prix. Voilà.
Ouais, moi c'était mon Jean d'Ormesson de la journée à moi. Tu vois, j'ai pas eu ta chance. Je pense que d'Ormesson, je me serais liquéfiée si je l'avais rencontré. Mais déjà, quand on est une femme, rien que sous son regard bleu, Bah on oui, se liquéfie. Même, c'est alors terrible. qu'il avait 80 ans, je crois, quand je l'ai rencontré. Bah oui, mais c'est pas grave. On se liquéfie quand même, je vous l'accorde. L'étoile des frontières d'Alfred de Montesquieu, c'est paru chez Stock. Merci Aïda. Merci d'être passé par Balades Immobiles et longue vie au prix du livre de plage. À très vite. Merci. À très vite. Chiara, tu nous emmènes où le mois prochain? T'as une idée? Oui, je pense que je vais vous amener au Festival du désert. Pendant 4 jours ici, il va y avoir des gens qui vont nous mettre dans une ambiance désert. Donc on va voir. Et alors donc, toi Thomas, t'as un didgeridoo chez toi. Pour te détendre en ce moment, en plein confinement, tu souffles dedans. Oui, c'était un cadeau d'anniversaire. Oh, quel joli cadeau, c'est les voisins qui vont être contents. Ça a une portée de dingue. Et c'est un didgeridoo qui a 60 ans. Depuis Sydney, on entend Thomas. Ouais, c'est génial comme instrument, je trouve ça magnifique au niveau du son, j'adore. C'est génial, ouais. Quand c'est vraiment maîtrisé, c'est beau. Hein. Je dis pas ça pour toi. Alors, normalement, si tout se passe bien, si on ne pas ne faut enfermer, je vais essayer de rencontrer un professeur de didgeridoo. C'est un Français qui vit depuis 30 ans ici en Australie. Donc, la prochaine fois, je vous ramènerai des sons. Je viendrai pas avec mon cartable vide. Mais c'est très bien ça. Merci Thomas. À très vite. Ciao. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les épisodes de Balades Immobiles en podcast sur les principales plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast ou encore notre chaîne YouTube Balades Immobiles. On part à présent sur la route des migrants retrouver Régis et Dragana. Bonjour Régis. Bonjour à vous tous. Et Dragana. Bonjour. Alors, le but de notre petit échange, c'est de parler d'un beau projet que Régis est en train de conduire et qui va nous emmener sur les routes migratoires dans les Balkans. Dragana est d'origine serbe, elle vit aujourd'hui en France. Régis est belge et se promène sur les routes pour faire des photoreportages sur des sujets qui lui sont confiés le plus généralement par des ONG. Régis, tu as récemment voyagé dans quel pays pour travailler ce sujet ? J'étais récemment en Serbie, donc après un premier séjour en Bosnie-Herzégovine. J'ai fait un second séjour en Serbie, à peu près partout dans le pays, donc un séjour assez large, de nouveau exploratoire, puisque c'est tout le début d'un projet que j'ai l'intention de mener pendant les 2 années qui viennent, sur on va dire la réorganisation des routes migratoires, puisqu'elles changent quand même assez bien en fonction de l'attitude des États qui sont traversés par ces routes, en fonction des couleurs politiques aussi qui se transforment, en fonction du contexte socio-économique tout simplement aussi. Et donc en fonction de tout cela, on voit bien que là maintenant ces routes sont en train de changer. On sait aussi que la plupart de ces routes vont se réorienter, les flux vont s'agrandir aussi, tout simplement par conséquence de la pandémie. C'est-à-dire que la pandémie n'a fait que d'aggraver des problèmes économiques ou sociaux de tous les pays qui génèrent les flux migratoires. Et donc on sait bien qu'il va y avoir de nouveau un flux assez important qui va traverser les Balkans. L'autre grande voie d'entrée vers cette espèce de rêve européen, c'est la Méditerranée. Et là, on sait tous évidemment les aspects dramatiques et tragiques de ces traversées j'allais dire suicidaires, parce que si je suis mesuré, je dirais à haut risque, mais en fait non, employons les bons mots, c'est une traversée suicidaire, et ceux qu'on repêche ou ceux qui arrivent, ce sont des miraculés en fait. Donc. Et comment, Régis, est-ce que tu organises tes voyages ? Raconte-nous cette expérience, comment tu te prépares et ce que tu vas chercher dans ces voyages-là et ce qui t'a conduit en Bosnie, ce que tu y as vu. En fait, quels sont les changements qui commencent à poindre quand on va sur le terrain et qu'est-ce que tu as pu constater à la fois du côté des gens qui migrent ? Est-ce que ce sont les mêmes ? Est-ce que ce sont d'autres personnes ? Est-ce que les motifs des migrations évoluent ? Et la réaction de ces pays nouvellement traversés par rapport à cette situation qu'ils doivent prendre en charge finalement. Oui, alors ça fait beaucoup de questions ça en fait une beaucoup fois, de mais questions. je vais déjà entamer par expliquer pourquoi j'ai démarré ce travail. Donc moi j'ai beaucoup travaillé en Asie,
énormément au Népal, énormément en Mongolie aussi ces 4 dernières années où j'ai été fort présent sur le terrain avec diverses ONG, des sujets aussi variés que les violences domestiques, la pollution de l'air, la désertification des territoires, l'accès à l'éducation pour des minorités ethniques mongoles. Et puis petit à petit, je voulais revenir vers les Balkans. Donc les Balkans, moi, c'est vraiment une région qui m'attire, qui me fascine, qui m'aimante depuis toujours. Soit musicalement, soit dans mes lectures, ou soit simplement quand je rêve à bouger. Et c'est vrai que cette crise migratoire, moi, je l'ai vécue un peu de loin, parce qu'au moment où elle a éclaté en 2015, et puis surtout 16-17, j'étais totalement absorbé par le Népal et par la Mongolie. Et donc je l'ai observé, j'ai été comme beaucoup d'Européens fort affecté par ça, ça m'a vraiment touché. Je ne comprenais pas ce qui se passait, ou en tout cas pour être un peu plus direct, je ne comprenais pas pourquoi on ne faisait pas plus là-dessus. Beaucoup de collègues ont fait des travaux remarquables pour documenter la situation, montrer vraiment ce qui se passait. Je le rappelais dans nos discussions en off, mais une des conséquences, et pas des moindres, de cette crise-là a quand même été de pousser quand même sérieusement le Brexit. Donc c'est pas rien, je veux dire, le destin de l'Europe s'est quand même un peu joué aussi sur ces routes dans les Balkans. Et donc il se fait qu'ici j'ai soudainement eu, à cause de la pandémie, de l'espace et du temps pour réorienter mes reportages que je voulais plus proches de l'Europe. Et donc j'ai démarré sur ce boulot-là, parce que simplement, même en Asie, quand je parle de Mongolie, je suis complètement attiré par le sujet de la migration, quelle qu'elle soit. Quand j'étais en Irak aussi, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les IDP, donc les personnes qui sont déplacées à l'intérieur même d'un territoire. Les réfugiés aussi, la question des réfugiés en Irak était très présente dans mes boulots. Et donc c'est vrai que c'est ces routes qui mènent à ce rêve européen, en tout cas à cette vision qu'on peut avoir de l'Europe quand on est à l'extérieur. C'est quelque chose qui m'intéressait, d'autant qu'on sait que pour l'instant, il y a à peu près 150 000 personnes qui sont coincées entre les frontières. Raconte-nous la Serbie. Alors la Serbie, donc ça c'était mon 2e séjour. J'étais plus du côté institutionnel, donc plus du côté des camps. Les camps de Vranje, de Šid, de Preševo, les camps qui sont à la capitale, ou en tout cas les centres d'accueil. Je voulais voir aussi ce côté camp, ce côté institutionnalisé, plus me rapprocher des familles, voir le destin de toutes ces familles qui se trouvent dans des camps, en attente soit de documents au niveau serbe, ou soit en attente pour aller plus loin. Parfois en attente aussi de pays voisins dans lesquels ils ont introduit des demandes. Je pense à la Roumanie ici en particulier, la Hongrie, où il y a ce qu'on appelle parfois des listes, mais qui sont très fragiles et qui peuvent être amendées et donc supprimées du jour au lendemain en fonction des opportunités politiques dans les pays, dans ces pays-là. Dragana, tu connais les camps que vient de mentionner Régis ? Alors, pas forcément, parce qu'encore une fois, j'habite plus sur place, mais à écouter en fait ce que Régis disait, moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que nous avons connu effectivement les flux migratoires pendant nos guerres yougoslaves, on va dire, dans les années 90, mais c'était pas, comment dire, les populations étrangères. Donc en fait, il y avait effectivement des réfugiés de Kosovo qui partaient en Albanie, il y avait des Serbes de Bosnie ou de Croatie qui venaient notamment en Serbie. Et en fait, c'était pas forcément... la Serbie était traditionnellement, enfin, sauf évidemment pour les Albanais de Kosovo, mais était plutôt une terre d'accueil. J'étais petite, j'avais 12 ans en fait. Et alors, il n'y avait pas forcément un accueil organisé. Enfin, il y avait quand même des centres un petit peu d'aide de première main. Beaucoup de gens se débrouillaient tout seuls. Voilà, c'était pas forcément organisé dans les grands. Lui, il y avait peut-être des grandes salles, enfin, mais bon, c'était pas organisé de la même manière. Et Régis, toi, pardon, je te coupe, Dragana, mais Régis, toi, ce
cette culture d'accueil que Dragana vient de décrire à l'époque, est-ce que c'est ce que tu as vécu quand tu y allais ? Oui, c'est-à-dire que oui, je pense qu'il faut répondre un vrai oui. La plupart des populations, comme Dragana le rappelait, la plupart des populations des Balkans ont une mémoire très récente de ce que c'est que de fuir un bombardement, de ce que c'est que de fuir, de fuir la mort, en fait, tout simplement, et de chercher à survivre, de chercher de la nourriture ailleurs. Et donc c'est une population où on sent encore qu'il y a des blessures dont certaines ne sont pas refermées. Et donc oui, moi je pense qu'il faut pas hésiter à dire qu'il y a une volonté d'accueil et qui est probablement plus forte que ce qu'on pourrait avoir en Europe, avec des camps qui sont en Serbie très bien organisés, très bien gérés aussi par l'État serbe, avec des partenariats avec des institutions comme l'UNHCR ou IOM, qui gèrent donc on va dire les réfugiés au sens large, les populations migratoires au sens large. Mais maintenant, comme il y a aussi beaucoup en Europe, et les Balkans ne sont pas en cela différents, on sent aussi à la fois un phénomène de fatigue des populations locales, et je pense pour des vraies raisons qu'on doit être capable d'entendre, et on sent aussi une poussée d'idéologie xénophobe, mais ça, il ne faut surtout pas l'identifier à la Serbie. En Belgique, pour parler de mon pays, on voit très bien pousser l'extrême droite et l'idéologie xénophobe, en France aussi, en Allemagne aussi, en Autriche, en Hongrie. Donc je veux dire, toute l'Europe fait face à une espèce de renaissance de propos fascistes et du fascisme au sens large. Donc oui, la Serbie, pour moi, est vraiment une terre d'accueil, la Bosnie aussi. Les gens ont une sorte de générosité spontanée, mais en même temps, il faut aussi pouvoir comprendre la situation. Dans certaines régions de Serbie, je pense à Šid, l'année passée par exemple, en Serbie, l'armée a dû être déployée pour protéger les camps, à la fois les protéger de l'intérieur et les protéger de l'extérieur. De l'intérieur parce que c'est des populations désœuvrées, c'est-à-dire que tous ces gens qui viennent du Pakistan, d'Afghanistan, ce sont des gens qui sont désœuvrés, qui sont dans des états psychiques qui sont catastrophiques. Et donc c'est vrai qu'ils ne sont pas bien. Et de l'autre côté, on a aussi parfois des minorités, vraiment des micro-minorités de groupuscules d'extrême droite qui sont xénophobes et qui s'en prennent directement aux migrants. Mais je veux dire, ce n'est pas des phénomènes qui sont propres aux Balkans. Toute l'Europe en fait, doit faire face à des très anciens démons et qui ont ravagé l'ex-Yougoslavie. Moi, je trouve que c'est important aussi, comme Dragana le disait, de rappeler que ces images qu'on a tous en tête, le siège de Sarajevo, les massacres, etc., c'est récent. Je veux dire, c'est hier. C'est hier. Moi, je suis pas encore trop vieux et j'ai qu'à regarder dans mon dos et je vois ces images. Je les ai en moi en tant qu'Européen. On a vécu tout ça. Donc il faut imaginer aussi les populations serbes. C'est vraiment encore très à vif pour eux. Dragana, pardon, Chiara, vas-y. Pardon. Gis, est-ce qu'il y a aussi des problématiques religieuses vu les différentes origines des arrivants et des pays d'accueil? Alors les problématiques religieuses, comme partout, sont des étiquettes qu'on utilise pour avoir des mécanismes de domination et de pouvoir. Mais je ne crois absolument pas aux étiquettes religieuses. Je suis assez d'accord avec Régis. C'est-à-dire que dans les Balkans même, il y a une telle diversité de croyances, de protestantisme, de christianisme, de catholique, pardon, de musulmans, de populations juives, il y a un tel mélange de tout, ça fait des centaines d'années que c'est ainsi, donc je ne crois absolument pas aux étiquettes, et je suis même contre d'un point de vue photojournalistique. Je trouve que c'est tellement facile, et ça ne rend absolument pas la profondeur historique, la qualité des liens qu'il y a entre toutes ces communautés qu'on ferait bien parfois aussi de regarder un peu et d'observer. Donc je m'excuse de répondre ainsi à ta question, mais ces oppositions de blocs religieux, je trouve que c'est vraiment catastrophique. Dragana, tu allais réagir à ça? Créer quelque chose médiatiquement qui ne correspond pas à la réalité. Ça. Je voulais dire aussi qu'il ne faut pas oublier que nos pays
sont passés quand même par un communisme assez ardent, avant les guerres, on va dire, ou la séparation. Et en fait, ça a vraiment diminué à ce sentiment religieux dans les communautés. Je dis pas qu'il y a des gens religieux, qu'il n'y a pas aujourd'hui des gens profondément religieux, il y en a. Mais en fait, on n'est pas. C'était quand même des pays avant assez séculaires aussi, dans le sens où la religion ne jouait pas, même chez dans les communautés, on va dire traditionnelles. La religion était. Puis nous, on a par exemple, en parlant de nos musulmans, c'était jamais la forme de religion comme on pourrait avoir dans certains pays d'Orient. Après, ce qui est un peu dommage, je trouve, et ça, effectivement, pour rejoindre la question de Chiara, après les guerres, en fait, que nous avons eues, effectivement, pour se distinguer les uns des autres et pour un peu, nourrir ce nouveau nationalisme, il y a dans certaines communautés, enfin, à tous les côtés, en fait, ces sentiments religieux qui sont peut-être un peu renforcés. Et puis aujourd'hui, peut-être on pourrait voir, et ça, t'as certainement dû voir, notamment en Bosnie, Régis, des villages où les femmes maintenant se couvrent la tête beaucoup plus qu'avant, ou peut-être même à Sarajevo, on a par exemple un centre culturel d'Iran, alors que avant les années 90, c'était plutôt les centres culturels occidentaux. En fait, on voit qu'il y a certains acteurs, peut-être saoudiens, un peu plus présents sur la sphère culturelle et religieuse, plus qu'avant. En Serbie, dans certaines parties de la Serbie aussi, et on a effectivement eu, nous aussi, en fait, pendant la guerre de Syrie, ce phénomène où il y avait certaines personnes qui partaient pour faire le djihad en Syrie depuis la Serbie et la Bosnie. Ça reste quand même assez, je dirais, minoritaire, mais on avait ce phénomène aussi. Mais justement, je me demandais si c'était un phénomène qui allait s'ajouter aux problématiques pratiques et politiques. Parce que, évidemment, ce n'est pas la même situation, mais nous aussi en Italie, on connaît des flux migratoires sur les côtes du sud. Donc, c'est plutôt les gens qui arrivent par bateau. Et c'est vrai qu'on n'a certainement pas le même impact, mais c'est quand même un impact. Et je trouve qu'on... dans la communication et aussi au moment où ces gens essayent de s'intégrer dans le pays, nous, qu'on n'est pas un pays très varié en termes d'origine, aujourd'hui on est plutôt uniforme, il y a un obstacle qui se forme entre les arrivants, ceux qui sont dans les camps et les accueillants, aussi pour des raisons religieuses. Parce que les deux parties s'enferment dans une extrémisation de leur religion d'origine. Il y a deux choses. La première, c'est que je pense qu'il y a un défaut de solidarité dans la logistique qui est mise en place pour faire face à ces flux migratoires. Et donc la plupart des États membres ne jouent pas le jeu. En gros, l'Italie se retrouve avec effectivement dans le sud ce flux. Elle fait du mieux qu'elle peut, j'en suis convaincu. Ce que j'ai vu dans les Balkans aussi, les gens se retrouvent là avec des populations... c'est quand même des chiffres importants, quoi. Rien que sur la Croatie, quand on était au pic de la crise, l'UNHCR a enregistré une arrivée de quasi 68 000 personnes depuis 2018. C'est impressionnant. Donc c'est impressionnant. Ici, on parle de 150 000 qui sont coincés. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un aspect logistique qui n'est absolument pas rencontré. C'est-à-dire qu'on ne met pas les moyens dans la gestion, pour employer des mots qui me font parfois un peu monter au plafond, mais soit, dans la gestion de ces flux migratoires. La deuxième chose, et ça c'est peut-être plus intéressant, plus technique, j'entends bien l'idée qu'effectivement, il y a des phénomènes, il pourrait y avoir des phénomènes de... Alors j'aime pas l'employer le mot radicalisation parce que c'est trop chargé, mais il peut y avoir des phénomènes de cristallisation des identités. Parce qu'effectivement, on se retrouve avec deux populations qui ont quand même des différences. Des différences d'apparence, le port du voile, que tu citais, Dragana. Les croyances, les pratiques culinaires, les rapports hommes-femmes, le rapport au savoir, à l'éducation, à l'urbanisme, etc., etc. Et là, je voudrais peut-être apporter un élément de réponse très personnel.
c'est que moi, en faisant tous ces entretiens, on parle d'à peu près d'une 50aine d'interviews ici que j'ai vraiment pris le temps de mener. Je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que il faut remettre ces populations dans le temps et dans ce qu'elles ont vécu. C'est-à-dire qu'un jeune gars du Pakistan, et là je parle d'un cas très concret, donc je ne suis pas en train de broder, je parle vraiment d'un truc vécu. Un jeune gars que j'ai rencontré du Pakistan, à 15 ans il quitte le pays. Seul Seul. Alors, forcément ouais. il est avec un groupe. Il arrive à 17 ans dans les Balkans. Pendant 2 ans, il a vécu des tentatives d'assassinat, il a vécu des tentatives de viol, il a failli finir dans un réseau de prostitution, par qui, notamment à Régis? Istanbul, Je en t'interromps, Turquie. mais par qui c'est Par des passeurs, des trafiquants, on parle de traite des êtres humains dans toutes les variantes les plus dégueulasses possibles et imaginables. Donc ce petit gars qui a l'âge de mon fils aîné ou de mon deuxième garçon, il a vécu des trucs dingues, il voyage dans une crasse. La plupart de ces enfants, on va les appeler comme ça, sont atteints par la gale, sont rongés par la gale. Ils ont été exploités. Certains ont travaillé en Turquie illégalement, certains ont travaillé en Iran illégalement, certains ont été passés à tabac dans les frontières, certains ont dû prendre des petits dinghies. Et si je reviens à mon gars ici, il est là, il a 17 ans, il a vécu l'enfer en fait pendant 2 ans. Et puis il arriverait dans une population, et en fait ce petit gars, le seul truc qu'il a fait tenir debout, et qu'il n'a pas lâché l'affaire, c'est qu'il a des origines. C'est qu'il a une identité, il a des parents, il a appris à manger d'une certaine manière, il salue les gens à sa manière, il a une langue, il a des croyances, tout ce qui fait son identité. C'est le seul truc qu'il a fait tenir vivant, tenir debout. C'est le seul truc. Et puis là, il arrive, et puis j'entends bien, hein, je ne jette pas la pierre, mais je comprends le choc, mais il faudrait que là, du jour au lendemain, tout ce qui fait qu'il a encore eu l'impression d'être un être humain, alors que tout autour de lui donnait le signal que c'était juste un sous-homme, un animal, quelqu'un qu'on voulait tuer, rejeter, que surtout il devait dégager, etc. Donc c'est très difficile, c'est très 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 difficile d'arriver ainsi sur une thématique c'est vrai qu'il y a un gouffre qui s'accentue, les femmes se revoilent, etc. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal avec ça. Évidemment, c'est à vif puisque je suis plongé dedans et mon carnet est rempli d'histoires comme celle de ce petit gars. Mais donc, je pense qu'il faut d'abord essayer de comprendre ce qui est arrivé, en fait, et comment c'est arrivé. Parce que si on comprend que c'est vraiment l'âme, le seul point restant, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut politiquement alors envisager une toute autre manière d'accueillir les populations migrantes et pas simplement accueillir d'un point de vue logistique. Même si c'est le socle. Le point de départ. Je veux dire, sans un abri, de quoi manger, un accès aux soins de santé, on va pas loin, on est d'accord. Mais je pense que tout de suite, rapidement, il faut avoir l'ambition d'une politique multiculturelle, ce qui va poser des problèmes parce que idéologiquement, l'Europe n'est pas du tout là-dessus. Mais je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin et beaucoup plus ambitieux. Et je pense qu'une grande partie de leur souffrance à eux, en fait, elle est due à ça. C'est-à-dire que logistiquement, oui, ils reçoivent le papier. Oui, ça marche pour certains. Oui, certains donc reçoivent le statut de réfugiés politiques, demandeurs d'asile, etc. Donc toutes ces procédures fonctionnent. Mais après, moi j'ai eu l'expérience d'une Népalaise qui a vécu ça, qui a été obligée de fuir le Népal et qui s'est réfugiée en France, qui était avocate dans son pays, mais justement qui défendait un certain nombre de minorités et elle a été contrainte de fuir parce qu'on s'en prenait assez bien, mais surtout à sa famille. Et elle est arrivée en France et c'est vrai que c'est un autre parcours qui commence. Elle a des papiers en règle, elle a tout ce qu'il faut, mais elle ne peut pas travailler. Et c'est un autre sujet, mais le calvaire ne s'arrête pas à la frontière des papiers, quoi, si je puis parler comme ça. Et il y a toute une démarche effectivement d'intégration qui reste à faire pour ces gens. Et c'est
c'est pas simple parce que tu as raison, culturellement, je crois pas qu'on soit sur cette logique et sur cette dynamique. Mais c'est difficile parce que en gros, pendant 2 ans, ce que ce gars a vécu, c'est un phénomène de désintégration. Oui, c'est-à-dire que petit à petit, sa dignité, son identité, son langage, le fait qu'il puisse avoir des relations humaines normales, chaleureuses, aimantes, etc., tout ça s'est désintégré petit à petit. Et puis il a la chance d'arriver, d'être accueilli en Europe, et puis on lui demande de s'intégrer. Ouais, c'est très compliqué. Donc c'est très compliqué. Donc ici, je le redis, hein, pour être clair, je ne sais pas un jugement ici, donc mais j'essaye de faire prendre conscience à ceux qui nous écoutent du vertige que c'est, de ce parcours, et qu'une fois arrivé ici, bah ouais, il faudrait qu'il s'intègre un peu plus vite, ou plus ou mieux, enfin, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour... Moi, je pense qu'avant toute chose, il faut reconnaître, en fait. Ouais, moi, j'ai une capacité de reconnaissance de cette désintégration, et donc de cette identité qui est quasi le cœur qui bat, quoi, et il bat quasi plus. Donc, je dis, on peut pas... coup, parce que tu parles très justement du fait qu'on a perdu la dignité et que quand on arrive dans un autre pays, l'essentiel, ça serait d'être compris. Oui, bien sûr. D'être empathiquement compris. Mais toi, de ton expérience, tu penses que la solution passe par des solutions et des moyens politiques ou par une sensibilisation terrain? C'est-à-dire, le vrai changement part, à ton avis, de quelque chose qu'on peut faire chacun d'entre nous avec nos voisins, nos amis, nos entourages, ou par des actions politiques, ou même les deux choses? Mais il faut jouer sur les deux fronts, mais moi je voudrais bien que les hommes politiques maintenant affirment un peu plus des choses. C'est-à-dire qu'on est dans des discours qui sont quand même assez vides. Enfin, je veux dire, ce qu'on vient de vivre ici, cette semaine-ci, sur ce qui se passe en Israël est absolument dingue. Je veux dire, la quantité de discours totalement vides, parlons de la ministre des Affaires étrangères belge, j'ai jamais entendu un homme politique qui osait à ce point dire du vide. Et sur cette crise migratoire, il n'y a personne qui veut se mouiller, quoi. Et donc ils ne se mouillent pas parce qu'ils savent très bien que le baromètre est plutôt à droite. Et que le baromètre n'est pas du tout à gauche. Et que maintenant, en plus, avec la pandémie, la crise économique qui va apparaître, le baromètre sera encore moins à gauche. Et donc, d'un point de vue politique, c'est suicidaire d'engager ce type de politique dont je parle, très ambitieuse, qui pourrait être effectivement à la fois sur le terrain éducationnel, pédagogique, et en même temps aussi déclarative, quoi. Je veux dire qu'à un moment donné, les grands mouvements sociaux sont aussi le fruit de déclarations politiques. C'est ça que les hommes politiques ne comprennent pas. C'est qu'ils ont un pouvoir aussi, un réel pouvoir de forger un cadre dans lequel Monsieur Tout-le-Monde puisse à un moment donné s'inscrire, quoi. Donc il y a un impact, il y a une performance dans les discours. Le problème, c'est que les discours sont vides. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez en Italie et en Serbie? Dragana, toi, je sais que tes parents sont là-bas. Est-ce que vous rejoignez le propos de Régis sur la façon dont les discours politiques sont conduits dans vos pays respectifs? Moi, je me méfie beaucoup des discours politiques parce que, on a vu tout et son contraire. Déjà, en dehors de la Serbie, sur cette crise migratoire, il disait bien Régis, l'Europe n'était pas du tout exemplaire. Le seul pays qui a proposé l'accueil massif des réfugiés, c'était l'Allemagne, et je crois que c'était vraiment une décision assez, controversée à l'époque et très très courageuse d'Angela Merkel. Et peut-être l'Allemagne aussi avait d'autres enjeux parce que leur économie dépend de cette force ouvrière migratoire beaucoup plus que d'autres pays. Bon, bref. Cela dit, en fait, là où j'ai trouvé honteux, notamment des pays de l'Europe de l'Est comme la Hongrie qui à un moment donné a fermé les frontières, la République tchèque, la Pologne, enfin tous ces braves pays qui voulaient entrer en Union européenne, finalement ils se retrouvent assez peu solidaires. Après, la Serbie, ça c'est aussi très très contradictoire parce que franchement nous, à ce stade, on a un gouvernement qui est loin d'être exemplaire et pourtant je les ai trouvés dans cette crise migratoire plutôt
positif. Peut-être aussi parce que il se disait que la Serbie est plutôt un pays de passage et qu'il y aura très peu de gens qui vont rester. Mais enfin, si imaginons que toutes ces personnes souhaitaient vraiment rester s'installer en Serbie, probablement leur réaction aurait été aussi beaucoup plus réactionnaire, comme les autres pays de l'Est. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est dur, en fait, pour nos petits pays, et si je parle de la Serbie qui a à peu près 6 millions d'habitants, d'accueillir en masse des personnes venant d'ailleurs, et sachant que nous, notre situation économique, elle est assez fragile et pauvre. Voilà. Donc, en fait, il va falloir probablement, mais ça c'est très utopiste comme solution, que chacun contribue et que tous les pays jouent le jeu et qu'on a une solution beaucoup plus universelle. Parce que si on laisse la Grèce et l'Italie ou peut-être les pays comme Serbie se débrouiller tout seul, c'est vraiment un appel à catastrophe. Et puis j'ai une petite réaction sur de la manière générale l'immigration. Moi, je peux dire que je suis soi-disant immigrant en France depuis 15 ans. Je suis venue plutôt dans des conditions volontaires parce que je le souhaitais, avec un job, avec une vie sociale plutôt réussie. Mais ce que je veux dire, en fait, il y a beaucoup il y a notamment Kundera qui a écrit beaucoup sur l'immigration et sur la vie qu'on pourrait avoir en exil. C'est très dur, hein. Franchement, c'est très dur et en fait, il y a aussi, et ça, on le voit aussi avec la 2e ou 3e génération, peut-être des Maghrébins ou d'autres personnes qui vivent en France. Il y a toujours comment dire, cette frontière très fine entre je m'intègre, mais je garde mes origines aussi. Ou je m'intègre, mais je perds pas mon identité culturelle. Et de plus loin on vient, on va dire, ou le plus large contraste entre le pays d'accueil et la personne qui vient, bah ça peut vraiment créer des situations assez schizophrènes. Et donc si on rajoute à ça le fait que la personne est partie en fuyant, cherchant à sauver sa vie, sans aucun moyen, sans aucune possibilité ou qualification de travailler, ou on est jeune, on a 15 ans, ou on est plus jeune, on est en construction, bah c'est vraiment des drames humains, hein. Moi, ça m'a beaucoup touché cette histoire de ce jeune garçon que Régis a évoqué. Mais combien, enfin, derrière cette personne, il y a une vie, une vie en fait et nous on la voit pas parce que réfugiés, parce que migrants. On parle même plus de réfugiés. C'est quand même assez intéressant ce vocabulaire. On parle de migrants comme si c'était une sous-catégorie, comme si c'était pas. Parce que dès qu'on parle de réfugiés, peut-être on accorderait un statut beaucoup plus protégé. Bah, je trouve que dans notre rhétorique collective, et puis aussi en fait, on a en Europe beaucoup de pays où l'extrême droite et c'est très facile de blâmer les migrants pour tous les maux qui peuvent nous arriver. Enfin, je trouve. Voilà, il y a vraiment des choses. On n'est pas exemplaires, on n'était pas au rendez-vous et encore c'est pas fini en fait. On était un petit peu stoppé ou arrêté ou le focus était ailleurs pendant Covid, mais pendant ce temps. Et puis peut-être aussi en fait le fait que la situation se stabilise un petit peu, enfin se stabilise. Je sais pas si on peut parler de stabilisation par rapport à l'État islamique, par rapport peut-être à la Syrie, mais bon tout ça parce que pause pendant Covid, mais bon. Tu as complètement répondu à une question que j'allais vous poser à toutes les deux sur l'intégration, parce que sans être dans le même contexte que ces personnes, vous avez toutes les deux quitté vos pays pour venir en France. Est-ce que ce besoin de s'intégrer et de gommer la différence en arrivant en France, vous l'avez senti vous aussi dans vos contextes? Dragana, t'as répondu à la question un petit peu, et Chiara, toi tu as senti ça plus proche de la France que Dragana ne l'était, y compris culturellement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Oui, en partie. C'est-à-dire que moi, je voulais m'intégrer, mais parce que jamais le pays dans lequel j'arrivais, je le voulais avec toutes mes forces. C'était mon choix. Donc, c'est pas du tout comparable. C'est pas comparable, mais... Non. C'était mon rêve de venir et du coup, je voulais m'intégrer. Et je pense que je suis, dans les années, devenue un peu française. Même si, pour répondre à ta question sur l'intégration, malgré ça,
j'ai gardé une couche de difficulté. Donc, malgré tous les côtés positifs, un exemple très basique, c'était pouvoir louer un appartement. Moi, je n'avais pas de garant français parce que je n'avais pas une famille française. Et pour moi, c'était très difficile parce que mes dossiers étaient toujours rejetés à cause du fait que je ne pouvais pas proposer une garantie familière quelqu'un de la famille française. Donc, c'est bête, si vous voulez, dans le contexte duquel on parle, de parler de ça, mais c'est pour dire que même quand tout va bien, c'est compliqué, quoi. Exactement. Non, mais je voulais mettre l'accent là-dessus parce que c'est justement pour montrer à quel point c'est probablement, et même sans débat aucun, plus complexe pour les gens qui partent de chez eux dans des situations différentes des vôtres et à quel point c'est important de changer aussi les mentalités et la culture de cette intégration, entre guillemets, une fois que les gens ont le droit de résider sur le sol de leur pays d'accueil. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense que du coup, il y a deux dimensions. Une que je voudrais approfondir avec Régis, que c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire comment on fait pour que les gens puissent garder une partie de dignité dans leur migration. Et une fois qu'ils sont arrivés dans le pays, donc après il faut leur donner la possibilité de rester dans un pays. Et une fois qu'ils sont dans le pays, moi je vois deux obstacles parce que, par exemple, l'histoire tu viens de raconter, Régis, du gars qui avait 15 ans et qui a vécu tout ça. Moi j'ai quelqu'un à côté de moi qui a vécu la même chose. C'est quelqu'un qui vient m'aider à la maison et qui est pakistanais aussi, qui a vécu le même enfer. Donc, quand je vois et j'interagis avec lui, je vois qu'il reste une partie des difficultés due, au fait que quand il est arrivé en Italie, malgré maintenant il a ses papiers et tout, mais il a été forcé de s'intégrer dans une communauté pakistanaise locale, qui finalement l'a exploité. Donc, il me raconte des trucs horribles. C'est-à-dire que même pour lui donner... C'était la première communauté d'accueil. Et en fait, on lui a retiré ses papiers pour lui donner un petit lit pourri avec 10 personnes dans un appartement qui n'était pas salubre. Et pour lui, pour sortir de cette communauté, ça a été extrêmement difficile. Et une fois qu'il a voulu s'en sortir, en fait, il n'a rien. C'est-à-dire qu'ici, il n'a rien et personne. Du coup, il est complètement seul, avec une valise, avec 3 t-shirts. Il vit à la journée. Donc, comment faire pour dépasser cette énorme difficulté due aussi au fait que tu es resté lié à ta communauté de départ, parce que tu es resté encastré une fois que tu as mis les pieds sur place. Je ne sais pas si... Ouais. Non, mais c'est une question intéressante, en tout cas une remarque intéressante. Avant d'y répondre, je voudrais quand même rappeler aussi, parce qu'on on a parlé, Dragana en parlait, mais il faut quand même rappeler qu'entre 2015 et quasi maintenant 2020, l'Allemagne a absorbé 1,5 million de migrants qui ont effectué une demande d'asile en Allemagne. 1,5 million. Et on sait maintenant, 5 années, donc c'est la 6e année maintenant, les chiffres sont très clairs. 3/4 de ces personnes maintenant ont un logement et 2/3 ont un emploi. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que 3/4 de cette population de 1,5 maintenant sont des citoyens qui payent leurs taxes et 2/3 ont un travail, donc des personnes actives. Donc l'Allemagne a gagné 1,5 million de personnes actives qui ont un logement, qui travaillent, dont la plupart ont eu accès aussi à des formations et de l'éducation. Donc, je veux dire, l'aspect migratoire est positif pour l'Allemagne. Alors, bien sûr, je veux bien, il y a plein de bémols à mettre, c'est l'Allemagne, contexte encore industriel, industrie lourde, main-d'œuvre, etc. Je veux bien entendre tout ça aussi, mais globalement, il y a un impact positif sur ce flux migratoire sur les 5-6 dernières années. Je trouve que ça vaut la peine parfois d'être un peu chiffre. 1,5 million de migrants, 3/4 ont un logement, 2/3 sont des personnes actives. Ça, je pense, Régis, c'est un point très important pour revenir au poids qu'il peut avoir un discours politique.
Bien sûr. C'est exactement ce que moi je vois en Italie. Des fois, les discours politiques disent qu'on est envahi par des migrants. C'est que dans les chiffres, est exactement pas vrai. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que déjà, on peut faire différemment et on peut les intégrer. Et deuxièmement, il y a des pays qui ont absorbé beaucoup plus de migrants de ceux qui sont arrivés sur le territoire italien. Ou d'ailleurs, par exemple, les migrants ne veulent pas forcément rester. Ils vont plutôt vers des pays comme l'Allemagne et la France. Oui, bien sûr. Mais du coup, le discours politique fait croire à la majorité de ceux surtout qui ne lisent pas, qui ne s'informent pas, que c'est un désastre et qu'il faut absolument rejeter ceux qui arrivent. Oui. D'où l'importance du discours, je pense. Mais donc oui, voilà, je trouvais ça important d'être un peu chiffre, même si c'est pas passionnant, mais parfois je trouve que ça remet des bornes à des mouvements de pensée qui pourraient aller à gauche, à droite. Là, on a des bornes très claires sur des chiffres officiels qui sont sérieux. Donc on a quelque chose d'assez positif. Sur la question de Chiara, je voudrais juste donner un exemple. Effectivement, j'entends bien ce que tu racontes et j'ai beaucoup d'histoires aussi croisées là-dessus. Par exemple, il faut savoir que la population africaine qui arrive en Turquie et qui a la chance d'arriver par avion va arriver à l'aéroport d'Istanbul, et alors que les autorités turques vraiment font le maximum pour combattre ces filières, vont se retrouver accueillis par des gens de leur pays, souvent, qui parlent dans leur langue. Donc ici, moi, je parle de 2 femmes camerounaises que j'ai interrogées dans le camp de Šid, en Serbie, et qui me racontaient qu'à l'arrivée, elles se sont senties accueillies par des gens qui parlent leur langue. Le Cameroun, viens ma sœur, on va t'aider, etc. Et effectivement, on leur propose un logement, on te dit ne t'inquiète pas, on va t'aider, tu verras, moi je connais la Turquie, je peux t'aider, on va t'aider. Et elles se retrouvent assez rapidement, au bout d'une semaine, avec les papiers confisqués, parce que soi-disant il faut que je fasse une copie de ton passeport, je vais t'aider, etc. Mais en fait, le but est de confisquer leurs papiers et de leur dire, voilà, maintenant soit tu travailles pour nous, ou soit on brûle tes papiers et on te passe à tabac, éventuellement on va te violer aussi. Mais donc on parle de réseau de prostitution ici. Et donc c'est vrai que les communautés sont à la fois, bénéfiques et en même temps sont un piège. Donc ce que tu disais, je l'entends bien aussi, c'est terriblement piégeant. Et moi j'ai même vu des jeunes qui ont essayé une 30aine de fois de passer la frontière croate, et qui à un moment donné se sont retrouvés devant des trafiquants, parce que le mot passeur c'est un peu trop gentil pour moi, je préfère dire des trafiquants, voire mieux des crapules, qui leur ont dit, écoute, toi tu as l'air d'être un peu futé, si tu veux tu travailles pour moi. Ouais. Et donc moi j'ai vu, de mes yeux vus, un jeune gars, probablement pas plus que 20 ans, peu importe l'origine, qui en fait a menti, on s'en est assez rapidement rendu compte, mais qui en fait travaillait pour un passeur et qui faisait passer des familles. Donc je parle avec des enfants, ici il y avait une fille de 4 ans et une autre grande fille un peu plus grande qui avait 9 ans, qui ont fait passer une famille afghane, mais en se foutant complètement de ce qui allait leur arriver. En gros, en prenant l'argent, en disant voilà, vous allez plus ou moins là, vous marchez 2 kilomètres et vous êtes de l'autre côté. Mais donc, voilà, les communautés entre elles sont parfois dans un tel niveau de désœuvrement aussi, qu'on a ce phénomène de piège et de piège qui est d'autant plus violent et qui va se refermer d'autant plus fort si, comme tu le suggérais, c'est compliqué de s'intégrer au sens large. Moi, c'est un mot avec lequel j'ai du mal à intégrer, j'y arrive pas. J'entends désintégrer, je suis désolé. Mais oui, je pense que si déjà on prend conscience du degré de difficulté et du degré de violence qui a été vécu, je pense que c'est déjà un premier pas vers autre chose. Moi, j'ai plutôt envie de dire reconnaissance plutôt qu'une politique d'intégration. Une politique de reconnaissance des origines des gens. Ça, c'est quelque chose qui me parle. On part jamais de chez soi dans la difficulté dans ces pays-là par
par choix, sauf peut-être à quelques exceptions près, comme Chiara pouvait le décrire pour ce qui la concerne. Mais peut-être que si on regarde à la base, comme tu viens de le dire, les problématiques, peut-être qu'on comprendra mieux ces flux migratoires et peut-être qu'au travers de cette compréhension, on les accueillera, moi j'ai envie d'être positive, favorablement. Nous aussi, Français, on a migré à certaines périodes de notre histoire, les Belges également, les Allemands, les Irlandais, ça fait partie de l'histoire du monde, les migrations. Donc finalement, une fois que tu le sais et que tu cherches à comprendre les origines, les motivations et que tu comprends pourquoi, ton regard probablement peut changer aussi, je pense. Au-delà des extrémismes qui viennent se nourrir aussi de tout ça, je pense qu'on a tous une part d'humanité en nous qui fait que si on cherche à comprendre, on a quand même toutes les clés dans l'histoire et dans l'économie et dans plein de choses qui sont, je pense, accessibles au plus grand nombre aujourd'hui pour changer notre regard et notre façon d'accueillir ces personnes. Ça peut être nous dans 150 ans ou dans 300 ans, comme ça a été le cas auparavant. Mais ça, c'est juste mon avis. Merci à tous et à très vite. Merci. Merci à vous. Merci.